De l'aventure, du combat, de la peur ou de l'émerveillement et tout un tas de choses extraordinaires, c'est ce que vous avez vécu cette année dans le jeu vidéo et on vous en parle avec Patrick Béja juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, Noël c'est déjà fini, on est dans l'entre-deux, vous savez, la semaine où il faut se reposer après un Noël bien trop copieux pour nos pauvres petits estomacs avant de rempiler pour les fêtes de fin d'année. Et pour vous aider dans cette digestion, on vous a préparé un petit épisode spécial à l'image du précédent il y a 2 semaines où j'ai reçu Marie Giordana et où on avait parlé des meilleurs jeux de société de l'année 2023. Et bien cette année on va rempiler avec le jeu vidéo. Nous sommes donc le 26 décembre 2023, je suis Joël, et pour m'accompagner aujourd'hui dans ce dernier épisode de l'année 2023, il m'avait fait l'honneur d'inaugurer le podcast avec l'épisode 1, mais qui de mieux au final que Patrick Béja pour parler des jeux qui ont marqué l'année 2023. Comment vas-tu Patrick? Écoute, ça va super bien. Je suis très heureux de revenir dans l'émission et j'ai très hâte de parler de tous ces jeux. C'est une année, on va le redire, hein, mais assez exceptionnelle. À bien des égards, c'est vrai. Tes fêtes de Noël se sont bien passées? Ah mais évidemment, je le sais, je le sens, je suis avec mes enfants et on est à 4 dans un petit studio et avec des jeunes enfants, évidemment, ça ne peut que bien se passer. On dort tous super bien, il y a aucun problème, tout est parfait. Je connais, mais j'ai pas la version studio pour ma part. Bon, bah du coup, c'est super cool de te revoir presque 2 ans après que je me sois lancé. Moi, les choses ont pas mal évolué depuis 2 ans. J'ai un peu corrigé mes erreurs, donc je sais pas si tu avais écouté l'épisode 1 à l'époque, et quand tu vas réécouter celui-là, bon, tu me diras ce que tu en as pensé. Ça marche. Alors, dans cette émission, on va bien entendu s'attarder à un jeu qui t'a particulièrement marqué cette année, aussi pourquoi il t'a marqué, puis après on fera une petite rétrospective des jeux qui nous ont plu cette année et pourquoi ils sont si spéciaux à nos cœurs. Ça me va très très bien. Mais avant de démarrer, alors c'est vrai que dans ton podcast Le Rendez-vous Jeu, tu évoques bien entendu des jeux, mais avant tout, quel est pour toi, selon toi, l'événement vidéoludique qui a marqué cette année? L'événement vidéoludique, je pense que on peut évoquer, le rachat de Activision Blizzard par Microsoft, qui est certainement l'un des événements, les plus importants de cette industrie cette année et possiblement de cette décennie et de quelques décennies précédentes. C'est un événement qui non seulement en lui-même est monumental, Ouais. mais qui en plus a pris, des tournures et des tournants et est devenu une aventure folle sur, presque 2 ans. Oui, c'est ça, la saga a été longue et de voir l'épilogue, c'était quand? C'était, fin octobre là, il y a pas si longtemps. Ah bah, il y a quelques mois, hein, enfin oui, 2-3 mois. Ça fait presque quelque part plaisir de voir que c'est terminé parce qu'on peut enfin tourner la page de l'histoire du jeu vidéo. Mais c'est aussi une bonne chose assurément pour Microsoft d'avoir fait ce genre d'acquisition. On l'imagine, oui, c'est difficile de prédire, mais on aurait du mal à se dire que ça sera une mauvaise chose pour eux d'avoir, dans leur portfolio toutes ces licences iconiques et ces équipes de développement, rodées, pour, agrémenter leur, catalogue et en particulier le Game Pass qui est une offre, vraiment exceptionnelle dans le jeu vidéo et surtout, ce qui est important, c'est que c'était tout l'enjeu de cette acquisition. Ça leur donne, a priori, maintenant vraiment suffisamment de cartouches pour être une réelle compétition à Sony, voire à Nintendo qui joue dans une autre cour, Ouais. ce qui n'était pas encore le cas malgré toutes leurs acquisitions. Ils partent, malgré la taille de Microsoft et la taille de la console Xbox et de la marque Xbox, ben, ils sont quand même bien derrière et dans le monde d'aujourd'hui où les enjeux sont tellement importants et l'avance prise par certains acteurs est tellement importante, et ben, il faut peut-être, rien de moins que toutes ces, marques et toutes ces IP chez Microsoft pour qu'ils puissent être un concurrent sérieux aux acteurs existants. Allez, entrons dans le vif du sujet. Quel est pour toi le jeu qui a marqué ton année? Alors c'est vraiment quand tu m'as proposé de faire l'émission et que j'ai commencé à réfléchir à ça, ça a été difficile de sélectionner un jeu parce que, bon, encore Tu une fois, l'année m'étonnes. a été, très, très riche. J'ai vraiment hésité entre plusieurs jeux, mais au final, je me suis arrêté sur un jeu que j'attendais beaucoup, dont j'attendais beaucoup et qui, au final, ne m'a pas déçu. C'est Street Fighter 6 qui a, pour tout un tas de raisons, eu un gros impact sur mon année de joueur et
la raison pour laquelle j'ai choisi ce jeu, c'est qu'il a eu un impact également sur moi, en tant que joueur et mon rapport aux jeux compétitifs. D'accord. Il est jamais trop tard pour apprendre, mais on peut en parler un petit peu plus si tu veux Ah bah, quand avec on plaisir. pourra parler du jeu en lui-même. Mais oui, ça a été vraiment un moment, particulier dans ma vie de joueur. Moi, je suis assez éloigné des jeux du versus fighting, mais toi, je sais que justement la licence Street Fighter te tient particulièrement à cœur et donc du coup, je voulais savoir l'attente que tu avais autour de ce jeu. Parce que le 5, quand il était revenu, avait quand même marqué les esprits et on se demandait, c'était peut-être difficile de faire mieux que le 5? Alors en fait, tu penses au 4. Au 4, Le oui, pardon, 4 autant pour moi. était revenu après une longue période on va pas dire de traversée du désert, faut pas quand même exagérer, mais le jeu de combat après une gloire immense dans les années 90 était passé, sérieusement en retrait et le 4 quand il est arrivé, autour de 2010, je ne me souviens plus quand exactement, mais autour de 2010, avait vraiment ravivé l'intérêt pour ce style de jeu et les avait remis sur le devant de la scène pour un certain public, hein. Bien Bien sûr, entendu, ouais. aujourd'hui, le jeu vidéo est tellement large qu'il y a plusieurs, publics, plusieurs communautés qui cohabitent, coexistent au sein de l'industrie. Mais le 4 donc avait été, particulièrement important pour ce genre de jeu qu'est le jeu de combat en 1 contre 1. Mmh. Et le 5 en fait, avait été un petit peu décevant, au moins à son lancement. Il s'est beaucoup amélioré par la suite, mais il avait pas réussi à transformer ce regain d'intérêt. Et donc le 6 avait beaucoup à gagner et beaucoup à perdre. C'était un petit peu, pas le jeu de la dernière chance, parce que Street Fighter est une marque tellement connue que, ils auront toujours une dernière chance, Bien sûr, ouais. mais il pouvait vraiment créer quelque chose d'important pour cette communauté. Et donc les attentes étaient importantes parce qu'il fallait à la fois réussir à satisfaire les joueurs de longue date et les fans qui ont toujours été, impliqués dans la communauté des jeux de combat et dans Street Fighter en particulier. C'est sans doute, pour une partie du monde en tout cas, le jeu le plus important de ce genre. Et il y avait tout de même un enjeu qui était important aussi, qui était d'élargir le public du jeu de combat. Et oui. Parce que c'est un genre de niche qui est compliqué à appréhender et il y a des efforts depuis des années pour essayer de le rendre, moins abrupt pour, les joueurs qui découvrent et donc c'était effectivement l'un des enjeux de ce Street Fighter 6 qui, je pense, a été comment dire? Qu'ils ont réussi à concrétiser. Street Fighter 6 inaugure ou instaure un nouveau style de combat, non? Qui s'appelle Drive ou, Drive Impact, Drive Paris, tout ça qu'il y avait pas forcément avant et du coup ça se décline en combat, on va dire moderne et classique, non? Alors c'est ça, en fait, à chaque nouvel épisode, il y a des nouveaux systèmes de combat, des nouveaux systèmes de gameplay qui, on va dire, façonnent un petit peu l'identité de l'épisode, dans la continuité de la série. Donc il y a, évidemment une influence de ces systèmes sur, le gameplay en général et sur l'attractivité, le fun du jeu et ces systèmes sont extrêmement bien conçus et ont été très bien reçus par le public. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a également le mode de contrôle et pour la première fois dans la série Street Fighter, c'est une chose qui se faisait un petit peu par ailleurs, mais qui n'était pas très répandue. Il y a 2 modes de contrôle d'exécution des coups spéciaux. Un mode classique où il faut faire les mouvements compliqués de quart de tour, tour complet et cetera avec la manette qui sont un peu compliqués à apprendre et à implémenter Ouais. et donc, ce nouveau mode, le mode moderne, qu'on peut choisir donc au moment où on choisit son personnage, et avec ce mode moderne, il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire un coup spécial, un bouton ou une direction pour exécuter un coup spécial et du coup, ça facilite beaucoup l'entrée, dans le système pour, des joueurs qui n'ont pas 20 ans d'expérience à, pratiquer leurs coups spéciaux et qui se sont pas entraînés, des jours et des jours et des semaines pour parfaire leur exécution vraiment. Et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on aurait pu se dire: «Bon, bah, du coup, ça facilite le jeu», et Ouais, c'est ce ça que je me dirais de prime abord, ouais. voilà, on se dit ça facilite le jeu et ça en retire quelque chose à ceux qui justement ont investi, tellement d'énergie et de travail dans le fait de maîtriser, les mouvements spéciaux.
Bon, en réalité, il y a, des compensations dans le jeu qui font que, oui, les coups sont plus faciles à exécuter, mais on n'a pas autant de coups disponibles, on a une réduction des Ah dégâts, OK, ce genre de choses qui fait qu'on n'a pas autant d'options que quand on les fait à la main, on va dire. Donc c'est à peu près équilibré. Mais il y a un autre effet qui est hyper important de ce, changement, qui est que les nouveaux joueurs et même les plus anciens joueurs n'ont pas forcément besoin de en fait, dans les jeux de combat, il y a, pour jouer, 2 éléments importants. Il y a d'une part l'exécution des coups spéciaux, donc ça veut dire ouais, vraiment réussir à faire le mouvement au pad qui est nécessaire pour faire le coup spécial auquel tu penses et que tu veux exécuter. Et parfois tu le réussis, parfois tu le rates. Quand l'exécution est difficile, bah, il faut s'entraîner pour la réussir. Donc l'exécution elle-même est une difficulté du jeu qu'il faut maîtriser. Et beaucoup de gens pensent que l'exécution est l'élément principal de la progression, de l'amélioration dans les jeux de combat. ouais, Beaucoup de gens pensent, bah, si je réussis à exécuter tel coup spécial, tel combo pour faire beaucoup de dégâts, c'est ça qui va m'amener à être meilleur dans les jeux de combat. En réalité, il y a un autre élément qui est encore plus important, qui est la pensée stratégique, l'approche stratégique du combat. Le placement par rapport à son adversaire, par rapport à la portée qu'on va avoir avec les coups, la décision de quelle action on va faire, est-ce qu'on va sauter, est-ce qu'on va reculer, est-ce qu'on va s'approcher, etc. Donc tout ce qui est pensée stratégique. ouais, Et l'effet qu'on n'avait pas forcément vu venir de ce mode de contrôle moderne qui est implémenté dans Street Fighter 6, c'est que on retire le poids de l'exécution aux nouveaux joueurs, qui est un poids immense. Donc on leur retire ce poids, on leur dit pour l'exécution, a priori, vous allez penser à quel coup faire et si vous allez réussir à faire le coup que vous voulez faire assez facilement. ouais, Donc ce poids-là, vous n'avez pas cette charge mentale qui va rendre tout le jeu plus difficile. Et donc, vous pouvez vous concentrer sur toute la réflexion stratégique de votre combat. Comment contrer ce que fait l'adversaire, comment se placer, etc., etc. Et en réalité, la vraie progression dans le jeu de combat ne vient pas de l'exécution des coups difficiles. Bon, ça joue, hein, bien sûr, mais on va dire, ça représente 20% de la difficulté, de la progression, de l'amélioration dans le jeu. ouais, c'est pas grand-chose au final, oui. C'est ça. Et 80, c'est la pensée stratégique. Et beaucoup de gens, comme les jeux, les combos et les coups spéciaux étaient tellement difficiles à faire, beaucoup de gens se disaient: «C'est sur ça que je dois me concentrer» et ça occupait 80 de leur esprit et de leur concentration. Et ben, aujourd'hui, cette charge mentale est réduite et on peut se concentrer même quand on est débutant et même quand on est confronté à des gens qui jouent depuis 5, 10, 15, 20 ans à ces jeux-là, on peut se concentrer sur la stratégie du combat. Et ça permet aux gens de s'améliorer véritablement dans la bonne direction. Donc de penser avant tout à la stratégie qu'ils vont mettre en place et ensuite, éventuellement, potentiellement, c'est même pas forcément nécessaire, s'ils progressent suffisamment et qu'ils se disent: «Ah bah, j'aimerais bien maintenant avoir plus de contrôle sur le type de coup spécial que je vais faire», et ben, essayer d'apprendre les contrôles classiques. Mais c'est même pas forcément nécessaire. Et donc ce qu'on n'avait pas vu venir, c'était effectivement ce déplacement de charge mentale de l'exécution à la stratégie. Et donc ça a eu un effet très positif, surtout sur les débutants et même sur des joueurs qui jouent depuis plus longtemps, avec des personnages qu'ils maîtrisent moins ou ce genre de choses, pour se concentrer sur ce qui est vraiment important dans le jeu de combat et dans la progression. Parce qu'évidemment, ce genre de jeu, pour la plupart des gens, ce qui est important, c'est la progression, c'est de s'améliorer, de progresser dans le compétitif, et cetera. Mais c'est important ce que tu dis, la lecture du jeu au final, de mon expérience personnelle, était vraiment entachée par, bah, moi je sais pas faire le quart de rond arrière avant, AXBA quoi et ça me frustrait. C'est vrai que si aujourd'hui il y a cette, facilité-là qui te fait plus concentrer sur la lecture du jeu, ça peut être quelque chose de très positif effectivement. Exactement. Très bien. Tu fais des tournois? Non, tu fais pas de tournois toi, si? Non, non, tu sais, je suis, quand même assez occupé dans ma vie personnelle et Bah, oui. professionnelle, donc j'ai pas forcément le temps et puis j'ai pas le niveau, hein, soyons honnêtes. Mais un autre élément, qui fait que pour moi là, je t'ai parlé du jeu en général et de la réception qu'il a eue. Il a plutôt été bien reçu. Alors encore une fois, les jeux de combat, c'est des jeux relativement niches, Mmh. mais il a quand même été bien reçu. Mais pour moi, personnellement, l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est le jeu qui a été le plus important pour moi cette année, c'est évidemment parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, Ouais.
Mais j'ai également eu un rapport, particulier à ma progression dans le jeu de combat. Je suis arrivé à un niveau, que je n'avais pas atteint dans toutes mes expériences précédentes et surtout, j'ai compris le chemin qui me restait à parcourir pour continuer à progresser et j'ai compris à quel point je ne savais rien de ce que je devais savoir pour devenir vraiment performant dans les jeux de combat et ça a l'air de pas grand chose, mais on a toujours l'impression que quand on débute, on ne comprend pas l'étendue des connaissances et de la maîtrise qui sont nécessaires pour être au plus haut niveau, de la compétition et il faut vraiment comprendre l'essence des jeux pour l'essence de ces compétitions, de ces le mot m'échappe, de ces disciplines, voilà, pour savoir ce qu'il nous reste à faire et quand on est débutant et quand on est dans les premiers rangs, les premiers niveaux du compétitif, on a tendance à se dire, «Ah mais là, je» on a tendance à foncer sans trop réfléchir et à ne pas essayer de planifier notre progression. Ouais. En tout cas, c'était mon cas et pendant très, très, très longtemps, je me disais: «Alors il faut que je fasse cette combo, il faut que je» et j'arrivais pas vraiment à comprendre, à saisir, j'avais pas l'illumination qui me disait: «Voilà ce que je dois faire, voilà là où je dois progresser, ce que je dois implémenter dans mon propre gameplay. Et avec Street Fighter, je l'ai pris vraiment sérieusement et peut-être avec une réflexion plus profonde. Et donc, mon accomplissement, c'est d'avoir atteint ce niveau où je comprends le jeu. C'est un petit peu la matrice, tu vois, je vois la matrice. Alors, j'ai dû Ouais, ouais. m'arrêter à ce niveau parce que j'avais pas l'investissement de temps à mettre pour vraiment progresser là-dedans. Mais, au moins je l'ai vu et si je voulais progresser, je savais dans quelle direction je devais aller et ça, je l'ai jamais vécu jusqu'à maintenant et c'est une relation à un jeu compétitif qui est vraiment particulière, qui est que des millions de joueurs ont eu dans le monde, mais pour moi, c'était la première fois et ça s'est passé avec Street Fighter 6 et je l'ai vu suffisamment clairement, je l'ai compris suffisamment pour comprendre les systèmes du jeu et savoir où j'étais, performant et où je l'étais moins. Donc cet aspect-là fait que vraiment pour moi Street Fighter aura toujours une place, enfin Street Fighter évidemment, mais Street Fighter 6 en particulier, aura, une place, spéciale dans ma carrière de joueur. Ah bah, écoute, très joli partage et effectivement, hein, j'imagine que ça a un côté assez satisfaisant d'avoir cette illumination-là. Oui, c'est tu as l'impression de comprendre, quoi. C'est vraiment la matrice. Tout à coup, tu dis: «Ah OK, c'est comme ça que ça marche» et c'est d'autant plus satisfaisant et frustrant à la fois Oui, que je joue à des jeux de combat depuis 30 ans et je n'ai jamais eu cette approche spécifiquement. J'avais toujours l'idée de: «Alors, qu'est-ce qu'on me dit qu'il faut faire?» ouais. Tu vois? Alors, il faut que j'apprenne cette combo, que je, vérifie ma distance, mais j'avais jamais vu ce qu'il y avait au-delà. En fait, j'ai eu l'impression d'être arrivé en haut de la première colline. Et évidemment, il y a 3 montagnes derrière à escalader si on veut être Ouais, super c'est ça. bon, mais j'ai réussi à arriver en haut de la première colline pour voir les montagnes. Avant, ma vue était complètement, bloquée par cette première colline et donc je voyais pas les montagnes derrière. Je me disais juste: «J'avançais un petit peu dans le noir». Donc oui, c'est vraiment particulier. Ça donne envie un petit peu parce que moi, je suis, bah, comme toi, hein, je suis l'actualité du jeu au long cours et quand le jeu est sorti, il est sorti en juin, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Tout à fait. Ça a beaucoup fait parler pendant quelque temps, donc j'étais curieux. Mon côté à moi, qui se trouve nul aux jeux de combat, dit: «C'est pas pour moi», mais je regardais ça un petit peu avec, intérêt. Tu vois, je pense que c'est un jeu de combat qui est fait pour les débutants. Et moi, dans mon podcast, j'en parlais beaucoup. Et il y a un certain nombre de joueurs qui m'ont rejoint dans le jeu, qui sont des auditeurs. Et sur notre Discord, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup fait de matchs, on a fait des compétitions. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient débutants et qui sont devenus meilleurs que moi en jouant en mode moderne, parce que justement, ils se concentraient sur la lecture du jeu plutôt que l'exécution. Mais c'était vraiment des débutants qui avaient jamais touché à des jeux de combat et qui, parce que j'en parlais avec tellement de ferveur, se sont dit: «Bah, je vais tester» et qui ont touché du doigt le plaisir que représentent ces jeux-là. Donc c'était une satisfaction pour moi aussi, mais ça veut surtout dire qu'il est tout à fait possible de comprendre le plaisir de ces jeux, même quand on est débutant. En tout cas, avec le 6, ils ont réussi dans cette mission-là, je trouve. Et il y a d'autres jeux de combat qui arrivent l'année prochaine qui, je pense, pourront, être aussi efficaces à ce niveau. Bah, écoute, c'est très bien.
Au niveau des jeux, enfin des autres jeux qui ont marqué l'année, qui t'ont marqué toi dans l'année, tu as quoi d'autre? C'est C'est vaste comme question, mais c'est vaste et puis surtout, vraiment il est difficile d'exprimer à quel point cette année a été incroyable. Vraiment on a eu une série enfin il y a eu quasiment aucun mois sans jeu qui, pourrait mériter le choix de meilleur jeu de l'année. Donc oui. c'est très, très difficile de ne pas en citer, 40, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mais si on parle des jeux qui m'ont marqué moi, spécifiquement, je dirais que bah, je peux t'en donner une longue liste, hein, mais je dirais qu'il y a, Oui, Baldur's Gate 3, Zelda Tears of the Kingdom, bon Street Fighter 6 évidemment, Super Mario Wonder, Spider-Man 2, voilà pour une petite liste rapide de mon côté, peut-être même, Sea of Stars, ouais. Cocoon, il y a plein de petits jeux comme ça. Enfin, il y a plein de jeux et de gros jeux comme ça et je suis sûr qu'il y en a que j'oublie, mais c'est ceux que je mentionnerai, si on me met un pistolet sur la tempe et on me dit: «Alors, quel jeu tu as retenu?» Alors oui, il y a énormément de jeux, il y en a beaucoup que j'ai commencé, mais bon, tu sais très bien, le temps n'est pas infini, donc à un moment donné, il faut faire des choix. Tous ces jeux dont je t'ai parlé, j'en ai fini quasiment aucun parce que j'ai pas le temps. Donc c'est Ah oui, voilà. j'exemplifie exactement ce que tu dis, ouais. Dans l'année, je parle bien de jeux qui se finissent, hein, donc je parle pas de jeux qui ont des mises à jour au long cours. J'en ai fini 4. J'ai fini un vieux jeu qui Mmh. est sorti l'année dernière, qui est Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West, il est sorti cette année, hein? Non, c'est le DLC, VR qui est sorti cette année, ouais. Ah, il est sorti l'année dernière? Ouais, c'est le DLC VR qui était sorti en D'accord, février. pardon. Moi, c'est en 2022, Non, mais tu as bon, raison. voilà, Horizon, c'est le genre de jeu qui est long à faire, enfin, comme tous les Assassin's Creed et tout, enfin, tu t'en vois jamais la fin. Mmh. J'ai fini donc Zelda Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI également, et d'ailleurs quand tu le finis, bah, en fait, tu le finis pas parce que, bah, tu as le New Game Plus qui te Ah, pour le spoil pas, finir à 100 donc je l'ai pas fini encore et il paraît voilà. que c'est intéressant. Voilà et après, je suis dessus donc j'attends de voir, mais c'est Spider-Man 2. Mmh. Toi, je sais que tu as énormément adoré, enfin, tu adores la franchise et tout ce que vous avez dit sur le rendez-vous jeu, c'est ça qui m'a aussi motivé à, bah, à m'y mettre. C'est un jeu qui est, vraiment dans la, comment dire? C'est un jeu qui est une suite, hein, Spider-Man 2, qui est une suite du 1 et de Miles Morales, qui était un épisode un petit peu intermédiaire Ouais, et on est vraiment dans la catégorie de suite qui ne révolutionne pas du tout la franchise, mais qui réussit à faire suffisamment bien pour rester une réussite. C'est pas toujours le cas. Il y a des suites qui sont un petit peu mollassonnes ou qu'on n'apprécie pas autant qu'on avait apprécié le premier. J'ai trouvé que Spider-Man 2 était un jeu qui réussissait, sa proposition. ouais, puis, quelle introduction quand même. Les 2 premières heures sont presque un jeu en elles-mêmes. C'est incroyable. Ouais, on est d'accord. Après, tu as joué du coup, toi, à Baldur's 3? Alors j'y ai joué un petit peu, oui, pas énormément, mais là encore, j'ai réussi à toucher du doigt et à comprendre le plaisir de ces jeux que je n'avais jamais vraiment, apprécié jusqu'à maintenant. Les CRPG, les computer RPG, qui sont de jeux particuliers, qui essayent vraiment Ouais, de simuler, d'émuler une partie de jeu de rôle papier classique en jeu vidéo. Et Baldur's Gate 3 est vraiment un jeu exceptionnel. Au moment où on enregistre, on ne sait pas encore, mais je pense qu'il fera consensus pour, le jeu de l'année ouais, parmi la plupart des rédactions et des organisations, hein. Je pense que c'est celui qui prévaudra. Mais c'est vraiment un jeu exceptionnel parce que il a fait un pari insensé qui était de dire: «On va avoir un monde complexe, une histoire complexe et des personnages nombreux et complexes et on va vous lancer dans ce monde et vous pouvez faire ce que vous voulez». ouais. Et pas ce que vous voulez, genre vous pouvez aller dans tous les recoins de la carte, ce qui a déjà été fait auparavant, mais vous pouvez choisir des choses, prendre des décisions avec vos personnages, des décisions profondément antinomiques, des choix vraiment opposés, faire des quêtes, tuer des personnages qui étaient importants pour l'histoire, et on va quand même réussir à rattraper les wagons. Vous créez votre histoire. Et c'est quelque chose qui est un pari complètement insensé. L'ambition du jeu est folle et on a une, valeur de production, surtout pour un petit studio, enfin un petit studio, un studio qui est indépendant, qui est l'Ariane Studio, les Belges de l'Ariane, Oui. qui est fou. Je veux dire, on ne peut pas imaginer que ça puisse réussir et pourtant ils ont réussi et ils ont réussi avec un brio incontestable. Donc oui, Baldur's Gate, a réussi à me faire comprendre pour les quelques heures que j'y ai passées
le plaisir et l'ambition de ce genre de titres qui m'ont complètement, émerveillé, quoi. Toi, ça, c'est, alors moi, je l'ai pas commencé, mais il est en numéro un sur ma to do list. Mmh. Parce que c'est justement ce côté où tu modules l'histoire à ta façon, à ton gré, qui me fascine et quand tu vois les retours dithyrambiques de tous les côtés, ça donne clairement envie. Je crois que i alors clairement oui, je suis d'accord et il y a un autre élément qu'il faut mentionner quand on dit: «Tu façonnes ton histoire». Je crois que, pour beaucoup de gens, dans un jeu vidéo, dire: «Tu façonnes ton histoire», ça veut dire faire les choix que tu veux et bien sûr que ça joue, mais il y a un autre élément qui est important, c'est que, comme tous ces jeux et ce jeu en particulier est encore plus que les autres basé sur les règles de Donjons& et Dragons et qui dit Donjons& et Dragons dit Ouais. jet de dés. Et donc, quand tu veux faire une action, tu jettes un dé. Pour savoir si tu l'as réussi ou pas, il faut faire plus ou moins qu'un score qui est déterminé par tes caractéristiques, les conditions de la partie, de la situation, etc. Là où c'est encore plus exceptionnel avec ce jeu, c'est que si tu réussis ton jet, eh ben, tu vas réussir ton action, tu vas réussir à faire ce que tu voulais faire, et ça, c'est classique dans tous les jeux. Ouais. Mais si tu ne réussis pas ton jet, Mmh. tu vas rater ton action et généralement, dans les autres jeux, soit, bah, tu as raté, ton action et donc, au pire du pire, tu es mort dans le niveau et donc tu dois recommencer le niveau. Soit, eh ben, tu as pas réussi à faire ce que tu voulais donc allez, on va dire, tu relances la partie, tu reviens à une sauvegarde précédente, et tu vas, réessayer jusqu'à ce que tu réussisses. Là, non. Alors tu peux le faire, hein, si tu veux, mais dans 99 des cas, en fait, le fait de rater un jet Ouais, ouais, ouais. ça forge juste son histoire comme ça le ferait dans une partie de jeu de rôle où le maître du jeu va t'expliquer ce qui se passe parce que tu as raté ton action et tu as raté ton jet. Bah là, c'est pareil. C'est pas que tu as raté, c'est juste que l'histoire a pris ce tournant. L'histoire s'est passée de cette manière et tu continues l'histoire avec des conséquences qui sont même pas forcément négatives à tous les coups. Tu continues juste l'histoire en fonction de ta réussite ou ton échec sur ce jet de dés. Et donc, il y a un sentiment qui est vraiment nouveau, qui est que, enfin pour moi en tout cas, qui est que un raté ne veut pas dire un échec dans l'histoire. D'accord, ouais. Ça veut juste dire, c'est comme ça que l'histoire se produit. Et tu continues à suivre l'histoire en fonction de ce que te raconte le jeu. Et donc du coup, ce qui fait que, bah, chaque joueur, c'est une histoire différente à chaque fois et c'est incroyable. Tout à fait. Oui, oui. Et il y a des myriades de possibilités, oui. Ah ouais, complètement. Dans les autres jeux, moi, qui m'ont plu, mais que je n'ai pas fini parce que, manque de temps, tu as Resident Evil 4. Mmh. Tu y as touché, toi? Pas du tout, j'ai pas eu le temps. Même pire, j'ai jamais fini Resident Evil, l'original, donc il faudrait, 100 que je me lance dans le remake qui est une réussite totale d'après, le public et les critiques. Donc, oui, il faudrait, mais bon. Ça vaut le coup, de se lancer dans Resident Evil. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes. S'ils sont tous refaits avec brio. Alors ils sont tous refaits avec brio, il y a beaucoup d'épisodes et puis surtout celui-là est un épisode majeur Mmh, qui est, magnifiquement refait. Donc, à la limite, le 4 est peut-être celui qui vaut le plus le coup, d'être, testé, en particulier avec le remake. d'accord, ouais. Je disais donc Alan Wake 2, qui est sorti il y a pas longtemps, qui est quand même aussi, bah, relativement impressionnant. À part les notifications qui apparaissent un peu tout le temps à l'écran, mais je sais pas si tu as eu l'occasion de le faire? Moi, je suis team pétoche, pas du tout. Je ne joue pas à Alan Wake, j'ai trop peur. C'est pas pour moi. Par contre, bon, l'histoire est quand même, super cool. Mmh. Qu'est-ce que c'est aussi qui m'a marqué cette année? J'ai fait la douloureuse découverte de Marvel Snap. J'étais passé à côté parce que, Marvel, j'aime bien les films Marvel, c'est sympa, mais je suis pas non plus à fond sur la licence et un jeu Marvel m'attirait pas plus que ça. Bon après quand on sait qui c'est qu'il y a derrière, Ben Brode, Second Diner, on se dit: «Bon ça vaut le coup de jeter un œil» et puis quand je suis plongé dedans, c'est super bien pensé, le game design est incroyable et puis j'y joue toujours, donc voilà, merci. Je sais pas si toi tu y joues? Alors j'y ai joué au lancement, je ne suis plus du tout dessus maintenant, mais c'est vrai qu'il est, hyper bien conçu et hyper bien pensé pour la plateforme mobile. Je dois dire que si on parle de jeux, Mobile, oui. oui, mobiles ou simplement jeux services qui sont ressortis d'années précédentes. Il y a aussi je dois aussi évoquer, alors en mobile, il y a Warcraft Rumble auquel je joue Oui, là, depuis quelques semaines, qui est très sympa, si on sait se limiter dans ses dépenses, qui est plutôt marrant oui. et il y a aussi
Overwatch, alors lui qui est pas un jeu mobile, Overwatch 2, dans lequel j'ai passé énormément de temps encore cette année, c'était le cas l'année dernière, également. Mais c'est un jeu qui est tellement facile à lancer, à jouer, auquel on peut jouer pendant 20 Ouais, minutes et puis ressortir. C'est vraiment un truc qui est, presque une occasion pour moi de me détendre, après, une session de boulot difficile, je fais 20 minutes ou alors, 20 minutes le soir avant d'aller me coucher ou 1 heure le soir avant d'aller me coucher, mais je peux me lancer pour 20 minutes et je peux jouer 1 heure si je veux. ouais. Donc Bah, c'est le temps qui s'écoule différemment, c'est c'est ça. normal. Non, mais je veux dire, je peux choisir de m'arrêter. Il y a des jeux pour lesquels, bah, quand tu pars sur une session sur Baldur's Gate 3, si tu veux faire 20 minutes, tu as rien fait du tout ou presque. Enfin, je suis sûr que tu peux, mais Oui. c'est vraiment plus difficile. Donc oui, celui-ci est plus permissif à ce niveau, donc j'y ai beaucoup joué et puis je l'apprécie beaucoup également. Moi, j'ai pas encore plongé dans Overwatch 2 entre guillemets, par manque de temps, hein, essentiellement, mais j'avais énormément apprécié, ce qui avait été présenté, lorsque le jeu est sorti. C'est vraiment le manque de temps qui fait que Je je n'y joue comprends, pas. Tu fais deux trois parties, puis tu passes à autre chose, quoi. c'est ça. Un peu comme, Marvel Snap, tu fais deux trois parties, ça te prend un quart d'heure et puis tu passes à autre chose. C'est exactement le genre de jeux qui sont faits pour ça et qui fonctionnent pour ça, hein. Ah ouais, complètement. Parmi les autres gros jeux là, sortis cette année, ben, on était sur Blizzard, il y a Diablo 4. Ouais. Moi, j'ai pas beaucoup joué. J'ai pas fini la campagne principale, en fait. Et bah, question de temps Mais oui. encore. J'ai vraiment eu envie d'y jouer, mais question de temps. Malheureusement, j'ai passé très, très peu de temps. J'ai joué 2 heures et à chaque fois que, je regarde, mes jeux auxquels j'ai pas joué, j'ai envie de lancer Diablo 4 et puis il y a quelque chose qui attire mon attention ailleurs, Mais c'est exactement pareil. donc je le fais pas, mais C'est exactement pareil pour le coup. et du coup, ça peut m'amener à mentionner une chose qui est, évidente, mais on est vraiment dans une, période, incroyable et l'année 2023, enfin on l'a mentionné, mais l'année 2023 est totalement, totalement folle. Ouais. Encore plus que les années précédentes, on n'a pas le temps. On n'a juste pas le temps de jouer à tout. À moins qu'on ne soit un joueur professionnel dont le métier est de jouer à tous les jeux qui sortent, un testeur et même dans ce cas-là, je suis pas sûr qu'on ait le temps de jouer à tout, donc non, c'est vraiment une année incroyable, quoi. C'est ça, et ce qui est frustrant, c'est de devoir au final jeter son dévolu sur deux trois jeux qui vont nous occuper, bah, une partie de l'année, hein, si on parle de gros jeux, et de devoir délaisser les autres. C'est assez frustrant parce qu'on se dit: «Bon, Ouais. au pire des cas, on les prendra quand ils sont sur le Game Pass ou, sur le PS Plus et on verra plus tard». Mmh. Mais il y a jamais de plus tard parce qu'en fait, c'est toujours comme ça, il y en a toujours autant les C'est ça qui est fou, c'est que ça a continué à arriver tout au cours de l'année. On a commencé très, très fort et on s'est dit: «OK, bon, 2 moitié de l'année, enfin, cet été, ça ira mieux, puis à l'automne, ça sera bon, il y a des trucs, mais on aura du temps après» et même, décembre, il y a eu quelques sorties et surtout, le mois de janvier, là, qui arrive, ouais. est assez fou aussi. On est dans une situation où ça ne s'arrête plus, quoi. Il y a des productions incroyables, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tant mieux pour nous, pour notre plaisir, le jeu vidéo est loin d'être mort, c'est une industrie qui se porte à merveille et tant mieux, je suis le premier à le dire. Mais pitié, inventez les journées de 48 heures, quoi. Je serais assez pour, effectivement. On vient d'évoquer tout un tas de jeux, enfin il y a des tas de jeux dont on n'a pas parlé comme, Zelda, comme Mario, qui sont des perles, pour ne pas dire autrement. Les 2, oui, sont, vraiment des jeux qui méritent, leur place sur le podium. Mario, peut-être pas en première, on va dire, mais oui, il y a Ouais, des choses, enfin, je veux dire, c'est des jeux exceptionnels encore. Une autre année, même Mario aurait pu, prétendre à la première place, quoi. tout à fait. Après, allez, on va faire un petit truc. Quels sont les 3 jeux que tu attends le plus pour 2024? Oh là là! Ah, c'est Alors dur. En plus, je te dis d'en dire que 3, donc il faudrait en fait que je revoie la liste, parce ouais. il y en a énormément et il y en a beaucoup qui sont annoncés pour 2024, mais on ne sait pas exactement quand ça sera. C'est difficile de n'en choisir que 3. Moi, je vais regarder juste sur janvier et février, les jeux dont on sait Ouais, qu'ils arrivent en janvier et en février, d'accord, ouais. avec une petite astuce, on va dire. Après, je te dis 3, mais Hem si tu veux en dire plus, bien sûr, il y a pas de problème, hein. Non, non, mais non, on va se limiter à ça. Hem, je mentionnerai, mmh, je vais en mentionner bon allez, je vais en mentionner 4. Rien que sur janvier et février, il y en a 4.
Le premier, c'est Prince of Persia: The Lost Crown qui arrive, le 18, je crois, janvier, Ouais, qui est un jeu d'Ubisoft, basé sur la licence Prince of Persia, mais un petit peu old school en plateforme 2D, mais avec un gameplay qui a l'air hyper dynamique et vraiment intéressant, dont j'attends pas mal et qui arrive déjà le 18 janvier. Je vais mentionner également Tekken 8 ouais, qui arrive le 26. Alors Tekken, c'est un autre jeu de combat dans un style très différent de Street Fighter puisque c'est un jeu en 3D, mais qui a l'air de faire, à peu près autant de travail, si ce n'est plus, pour ouvrir, la série aux débutants et j'ai très, très hâte de me lancer dedans également. Je pense que je vais au moins autant l'apprécier que Street Fighter 6. Et je mentionnerai également sur février, il y en aurait d'autres, mais je mentionnerai Suicide Squad: Kill the Justice League, qui est un jeu, du développeur Rocksteady, qui a fait la série des Arkham, sur ouais. Batman et qui sont, des développeurs extrêmement, extrêmement, doués et qui explorent en fait l'univers des, super-héros d'ici au-delà de Batman avec, Suicide Squad. Le petit bémol, c'est que ce qu'on en a vu l'année dernière était un petit peu inquiétant parce qu'ils ont l'air de pousser vraiment vers le jeu service et le jeu service, quand c'est pas le métier du développeur, bah, c'est très casse-gueule. Ils ont repoussé le jeu de presque 1 an et il arrive donc en février et ils ont l'air d'avoir corrigé certains défauts. On a vu une présentation plus récemment, ils ont l'air d'avoir corrigé certains défauts donc je l'attends avec beaucoup d'espoir, mais un petit peu d'inquiétude également. Il n'empêche que je l'attends et puis si on parle de jeux service, Destiny 2: The Final Shape qui est censé arriver donc fin février, mais au moment Mmh. où l'épisode sera diffusé, on aura peut-être eu une annonce d'un retard pour, le jeu à juin. Il n'empêche, au moment où on enregistre, il est prévu pour février, donc je vais le mentionner quand même maintenant. Et The Final Shape est la conclusion de toute la saga de Destiny, de la saga de l'ombre et de la lumière, Ouais. pour lequel il y a énormément d'attentes, dont les premières présentations laissaient augurer d'une certaine déception. Ah, dommage. Mais ils le décalent, donc peut-être qu'ils vont en faire quelque chose de on pense qu'ils vont le décaler, donc on pense qu'ils vont en faire quelque chose de vraiment digne de ce que devrait être ce dernier chapitre de cette saga. J'ai là aussi beaucoup d'espoir parce que Destiny est un de mes jeux de cœur, sur lequel je passe énormément de temps depuis 10 ans et j'espère que cette, conclusion de cette saga sera digne de ça, quoi. Mais on verra. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi. Il y a un Destiny qui est sorti cette année en février 2023 aussi et bah, dont on n'a même pas parlé au final. Alors oui, disons que, parmi les fans de Destiny, la partie solo, l'histoire était inepte, OK. vraiment inepte. On était au pire de ce que pouvait faire Destiny. Par contre, le jeu en lui-même, au jour le jour, le jeu service était bon, comme Destiny l'a toujours été. Mais c'est sûr qu'il y avait rien d'exceptionnel, non plus. Donc bon, on était un petit peu, comment dire? Un petit peu déçus quand même par cette extension. C'est une extension correcte si la suite arrive et la suite est satisfaisante. Si la suite est décevante aussi, bon bah là effectivement, on aura de quoi s'inquiéter et je pense que, c'est pour ça qu'ils ont sans doute, on a eu des rumeurs, on n'a pas encore eu la confirmation au moment où on enregistre, mais qu'ils ont décidé de, décaler la sortie de la prochaine extension et je comprends quoi. D'accord. C'est évidemment important de ne pas se Bah, rater. oui, oui, clairement, surtout si c'est censé, clôturer la saga. Alors, clôturer cette saga-là et pour partir sur Oui, autre chose enfin, aussi, hein. cet C'est pas arc-là, oui, que ça voilà, c'était un bien arc sûr, qui se conclut, c'est pas que le jeu bien sûr, va oui. s'arrêter tout à coup. Et bien moi, tu vois, 2024, et bon, voilà, comme toi, il y en a une tripotée, hein, des jeux qui m'inspirent et que j'attends avec, plus ou moins d'impatience. Mais pareil, si je devais en dire 3, moi, il y a forcément le Final Fantasy VII Rebirth. J'ai énormément adoré le remake là qui était sorti il y a 3 ans, bientôt 4 maintenant déjà, tiens, ça passe vite. Et autant dire que voilà, l'acte 2, je l'attends avec une impatience, non dissimulée. J'attends aussi beaucoup de Hades 2. Hades que j'ai découvert, assez tard, cette année, là, en 2023 pour tout te dire et j'ai trouvé ça fantastique.
Donc c'est vrai que le 2, j'attends énormément. Alors, Hades 2, oui, il est censé Et le sortir en early access l'année prochaine, mais on n'a pas encore ouais, de date. Si on considère les jeux early access, je mets Hades dans ma liste également. Hades 2, Hades est un jeu incroyable. Et en plus, le développeur est effectivement est incroyable sur tous les jeux qu'il a fait. Et on peut se dire que sur ouais. un Hades 2, c'est la première fois qu'ils font une suite, bah, ils feront un truc digne. Donc oui, on ne peut pas ne pas être excité à l'idée de ce jeu. Tu vas voir le 3e, il y a pas de date annoncée. Pour moi, c'est, World of Warcraft: The War Within qui va inaugurer une saga de 3 extensions. Étant un fan absolu du lore de Warcraft, alors je dis pas que j'attends chaque fois chaque nouvelle extension, de manière impatiente parce qu'aujourd'hui Mmh. je joue plus ou beaucoup moins qu'avant. Voilà, ce qui a été annoncé il y a quelques semaines, à la BlizzCon m'a vraiment enjaillé comme pas possible au niveau de l'histoire donc à voir. Je comprends tout à fait. Je suis un petit peu dans cette, dans cet esprit, on va dire. Oui, il y a effectivement beaucoup d'espoir qui repose, là aussi sur The War Within. Je suis d'accord. Bon, ben voilà, bon, on a fait un petit tour, sommaire parce que bon, on peut pas tout évoquer, mais on a évoqué quelques titres quand même importants de l'année en cours qui nous ont marqués tous les 2. Merci pour ce partage. Merci. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter pour savoir qui tu es? Oui, bah, avec plaisir. Donc, je m'appelle Patrick Béja, je suis podcasteur depuis bien longtemps, depuis des années et des années, et je suis l'animateur et le producteur de 2 podcasts, le Rendez-vous Tech, qui traite de l'actu tech toutes les semaines, qui essaye de résumer un petit peu ce qui est important dans la tech, et de l'expliquer, d'ouvrir des perspectives pour les gens qui n'y comprennent rien et ceux qui sont intéressés par la chose. Comme ça vous évite d'avoir à vous taper tous les blogs, tous les articles, tout ça pour comprendre, ce qui se passe, et le rendez-vous jeu qui fait un petit peu la même chose, sur l'industrie du jeu vidéo. Donc le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu dans vos apps de podcast. Je mettrai tous les liens vers tes réseaux qui accompagneront l'épisode dans les notes de l'émission. Où peut-on quand même te trouver principalement sur internet? Alors je dirais que le plus simple, c'est d'aller sur notepatrick.com et vous retrouvez tous les liens vers tout ce que je fais, y compris les podcasts. Et c'est très facile, hein, Notepatrick, c'est comme Patrick, qui est mon prénom, mais avec un note devant. Et vous allez voir que vous ne l'oublierez plus jamais, parce que Notepatrick, c'est très facile à retenir. Donc notepatrick.com. C'est vrai, c'est vrai. Et pour ma part, bah, également, vous retrouverez toutes les infos de l'émission dans les notes de ce podcast. Mais principalement, vous pourrez me retrouver sur cqtj.fr, sur Instagram CQTJ Podcast et également sur Blue Sky, @cqtj.fr. Ben voilà, j'espère à tous que les jeux que nous vous avons évoqués avec Patrick vous ont donné envie de les découvrir. Si vous les connaissez déjà, que ça vous a fait plaisir de les réentendre. Merci infiniment, Patrick. Merci à toi. Il me reste maintenant plus qu'à te souhaiter une belle fin d'année, de profiter des quelques vacances entre guillemets qui restent. On va dire que j'ai des vacances, tu entends les guillemets. Merci à toi. Et je te dis à très vite. Vous aussi, profitez bien de la fin d'année en espérant que vous avez apprécié le format des 2 dernières émissions. On se donne rendez-vous en 2024, dans 2 semaines, ça va arriver vite, pour une nouvelle balade dans les souvenirs de mes invités. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et n'oubliez pas qu'on a au moins tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?